Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi. Me voilà toujours sur ma chaîne historique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Louis XIV. Le Noël avec Louis XIV. Mais auparavant, j'aimerais bien que vous abonniez à ma chaîne. Soyez sympa. Et marquez-moi des j'aime. Je vois que vous regardez bien mes vidéos, c'est très bien. Mais un j'aime et un abonné, c'est beaucoup plus. Et si nous passions Noël avec Louis XIV, je commence à vous le raconter. Versailles, sous l'Ancien Régime, lieu de fête et de divertissement, réputé pour ses fêtes, ses soirées mondaines, ses bals dans la galerie des glaces ou encore ses banquets dans les jardins illuminés. Qu'est-ce que cela devait être de fêter Noël dans un tel lieu de réjouissance? Pour l'occasion, nous avons décidé de suivre un personnage, Louis XIV. Revenons donc quelque temps en arrière. En l'an de grâce 1787, en ce 24 décembre, pour assister à la veille de Noël telle qu'elle est vécue par le monarque, grand courtisan que nous sommes, nous avons le privilège d'assister à son lever. La journée se déroule tout à fait simplement, comme une journée normale. Nulle grande effervescence ne vient troubler la routine au sein du château. Au contraire, le roi passe la matinée à faire ses dévotions avec beaucoup de ferveur. Après dîner, il assiste aux vêpres pour faire la distribution des bénéfices vacants. Il est déjà 10 heures du soir. La fête de la Nativité approche. Pourtant, plutôt que de se diriger vers la galerie des glaces pour les festivités, le roi semble se diriger vers la chapelle royale. À 21 heures, un repas maigre avant l'office. Il est bon de se nourrir spirituellement, mais une nourriture matérielle est également requise pour qu'une fête soit réussie. Louis XIV quitte l'espace religieux du château pour rejoindre une salle où des tréteaux ont été dressés. Puisque la salle à manger comme pied à part entière dans la maison fait timidement son apparition, mais n'est pas encore entrée dans les coutumes. À table, pour concorder avec une telle démonstration de piété lors de cette veille de Noël, nous pourrions nous attendre à un repas d'une extrême frugalité. C'est en partie le cas, puisque le repas pris à 21 heures avant la messe est très maigre. Il se résume à quelques poissons et potages, dans la continuité du jeûne de l'Avent. D'où la tradition de manger des huîtres au dîner de Noël. À 22 heures, l'office de Noël. Voilà le roi qui s'assoit dans la loge royale et se recueille en attendant la cérémonie religieuse. Quelle piété! Enfin, célébrer Noël auprès du roi, c'est donner à cette fête chrétienne
toute sa portée religieuse. Tout le mois de décembre correspond à l'Avent, période de la liturgie religieuse qui se caractérise par l'attente de la naissance du Christ. Durant tout ce temps, les réjouissances sont interdites à la cour. Ni jeu, ni spectacle, ni comédie, et le roi impose aux membres de la famille royale une attitude de dévotion et de charité. Ainsi, le 24 décembre à Versailles, ce n'est pas une soirée festive mais pieuse. La famille royale passe la nuit en prière avec les 3 messes de minuit. La première appelée messe des anges, la deuxième messe des bergers et la 3e messe du Verbe divin. Et la célébration trouve son point d'orgue le 25 décembre avec la grande messe. Fort heureusement, les enfants royaux, Marie-Thérèse, Louis-Joseph, Louis-Charles et Sophie-Béatrice ont appris à être patients et ils assistent à toutes ces cérémonies avec une discipline exemplaire. Enfin, à 23 heures, le repas de fête. En revanche, après la messe, la période de jeûne est révolue et c'est le moment d'un repas plus conséquent. Volaille, chapon, viande farcie et truffée, et surtout la fameuse dinde de Noël. Tradition qui apparaît au XVIe siècle avec l'introduction de la poule d'Inde des Amériques, en Europe, venant supplanter l'oie à la table des rois. Un autre plat vient ravir les papilles des convives, les marrons glacés, qui firent leur apparition à la cour du roi Soleil, et que ce dernier apprécia tout ce qu'il les instaura en tradition pour chaque Noël. Pas étonnant que Louis XIV soit digne descendant, raffole lui aussi de délicieux marrons pour accompagner ses mets délicats. On sert aux invités un breuvage apparu lui aussi à l'époque de Louis XIV et qui a toujours autant de succès. Un siècle après, un vin pétillant et relevé. Il s'agit du champagne. S'il n'y a donc pas de fête dansante le jour de Noël, il y a bien un festin qui est tenu pour réjouir les papilles des invités à la cour. Minuit. Le roi se rend-il auprès du sapin? L'image d'Épinal que l'on se fait de Noël s'accompagne toujours du traditionnel sapin. Peut-on se permettre d'imaginer un grand sapin enguirlandé au beau milieu de la galerie des glaces? Il semblerait que non, ou de moins seulement ponctuellement. Puisque les différentes tentatives se sont soldées par des échecs, cette coutume vient à l'origine des pays de l'Est de l'Europe, et en particulier d'Allemagne, mais elle n'est pas encore inscrite dans les mœurs des Français. Au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, la première à tenter d'introduire cette tradition à la cour du roi Soleil est Élisabeth Charlotte de Bavière, dite la princesse palatine, qui propose de mettre sur des tables des arbres de buis auxquels on attache des bougies. Comme dans son Allemagne natale, mais malheureusement ces nouveautés ne ravivent pas les membres de la famille royale. Cette pratique, jugée trop païenne,
ne convenaient certes pas aux mœurs pieuses de la cour. D'autres essais seront faits par la suite. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour voir un sapin à Versailles. En fait, le roi n'est nullement en quête de cadeaux, mais il se dirige simplement vers son office pour travailler un peu avant de se coucher. Et oui, pas de jour de congé pour le roi, même le jour de Noël. Mais alors les enfants royaux doivent-ils se contenter d'aller se coucher, comblés de prières mais sans aucun cadeau? 1 heure du matin. Voici enfin venu le temps des présents. En réalité, il n'est pas de coutume de donner des cadeaux le jour de Noël, puisque ce jour est exclusivement une célébration religieuse. En revanche, on distribue des cadeaux non le 24 décembre, mais le 31, afin de marquer le passage vers la nouvelle année. Chaque début d'année est ainsi l'occasion pour le roi et les membres de la famille royale de distribuer des étrennes pour témoigner de sa reconnaissance envers certaines personnes de la cour. Le terme étrenne provient du latin strenaci, signifie le présage, donc, étymologiquement, il se rapporte à des présents qu'on fait un jour de fête, pour servir de bon présage. Souvent, le roi donne de l'argent que ses proches peuvent ensuite dépenser à leur guise. Et voilà, c'est la fin de la journée de Noël. Les festivités se closent avec le grand banquet à la suite de la grande messe du 25 décembre. En somme, le Noël que l'on fêtait dans le château de Versailles, aux côtés de Louis XIV, est bien loin de celui que l'on connaît aujourd'hui. Ce Noël festif qui s'est cristallisé comme tel à la fin du XIXe siècle. Et pourtant, certaines traditions existaient déjà à cette époque. Et Madame Élisabeth goûtait déjà les plaisirs d'une dinde au marron servie le 25 décembre. Alors, héritières et héritiers, envie de passer cette année Noël royal en assistant à 3 messes de minuit? Alors, mon histoire vous a plu? On est revenu à des siècles en arrière, le temps des rois et leur façon de passer Noël. Je vous souhaite un bon après-midi et n'oubliez pas de me liker et de vous abonner. Au revoir.